Ça y est. Elle est tombée, cette goutte d'eau née des précipitations dans la cordillère de Bayanar, au Tibet. Elle va devoir parcourir 5464 km avant de rejoindre la mer Jaune. Posez-vous, voici la géographie du Huanghe, 6e plus long fleuve, 3e d'Asie et 2e de Chine. Notre histoire commence donc ici, dans ce que l'on appelle couramment l'Himalaya. Si l'on veut être plus précis, nous sommes dans la cordillère du Kunlun Shan et la sous-cordillère de Bayan-Har, à exactement 4800 mètres d'altitude. C'est ici que des gouttes d'eau vont former le Huanghe, surnommé le fleuve jaune. De l'autre côté de la même montagne, l'eau s'écoule via le Mekong jusqu'au Vietnam à 3000 km de là. Durant son cours supérieur, entièrement au Tibet, où il est d'ailleurs nommé fleuve du Pan, la rivière serpente entre des monts cristallins érodés, où la pente est relativement faible, à peine 100 mètres de perdu en 350 km. Il en reste 4700 à descendre. Le fleuve prend la direction de l'est. C'est dans le lac peu profond du Gyaring que des centaines d'autres rivières le rejoignent. À sa sortie, le fleuve rencontre sa toute première trace de vie humaine, avec le barrage hydroélectrique de Zuling-Huxian. La pente devient de plus en plus faible, le Huanghe s'étale, fait des méandres, et peut déjà mesurer plus de 150 mètres de large, soit autant que la Seine à Paris. Cette partie du plateau tibétain est caractérisée par des précipitations faibles et concentrées durant l'été, et négligeables durant l'hiver. Il fait moins 3 degrés, le vent est fort, il s'engouffre dans les vallées profondes. Ça y est, dans les gorges profondes des monts Min et Xiqian, le fleuve allant toujours vers l'est prend un virage à 180 degrés et se retrouve face au soleil couchant, en contournant la montagne de Lamni Machen. En quittant ces gorges, le ruisseau sort du plateau tibétain. Pour 1200 km, il a alors seulement un 7e de ses eaux finales. Durant les 3000 km suivants, le fleuve changera de nouveau radicalement de direction, mais à bien plus grande échelle. Mais n'allons pas trop vite. En se dirigeant d'abord vers le nord-est, il traverse les vastes terrains sableux du plateau d'Ordos. C'est ici que l'on perd de l'altitude avec l'aide de nombreuses chutes. Puis le plat, la Mongolie intérieure. Il s'étale, se sépare en plusieurs branches, et est au bord de ce que l'on pourrait appeler un delta intérieur. Sur une pente de 7 cm par kilomètre, le fleuve tourne alors vers l'est. Ici, nous sommes bien loin des montagnes et vallées. Nous voici dans une plaine, peuplée, irriguée depuis plus de 1000 ans. Nous sommes aussi bien loin des basses températures, car dû à la proximité du désert de Gobi, il fait en moyenne entre 20 et 30 degrés. Après être passé par 2 villes de plus d'1 million de citoyens, le Huang se tourne vers le sud. Je dis Huang car He veut simplement dire fleuve. Sur les 700 km suivants, c'est le retour en force des montagnes. Les gorges sont profondes et abruptes. Ici à gauche, la province du Shaanxi, et à droite, le Shaanxi. Oui, dit comme ça, c'est très bizarre. Je vais vous l'écrire. Shaanxi et Shaanxi. À 1200 km de la mer, la rivière Fen nous rejoint, avec tous les alluvions de la région charbonnière du Shaanxi, celle avec un seul A. Juste après, c'est le Wei qui nous rejoint, le plus gros des affluents. Au niveau de cette confluence, le fleuve modifie brutalement son cours en prenant la direction de l'est sur 480 km. Après plusieurs barrages dans cette région qui est le cœur historique de la Chine, nous arrivons enfin dans ce cœur économique chinois, la grande plaine du nord de la Chine. Notre goutte d'eau a déjà parcouru 4500 km en 90 jours. Cette plaine pratiquement plate était il y a 25 millions d'années une mer. Mais grâce à tous les alluvions transportés par le fleuve depuis les plateaux d'Ordos, Laos et du Tibet, la mer a reculé de 900 km. C'est ici que le fleuve déborde souvent, et pour comprendre pourquoi, nous avons besoin d'un petit schéma. La pente de 5 cm par kilomètre qui caractérise le fleuve jaune à cet endroit engendre le dépôt des alluvions sur le fond marin. Ceux-ci ont rehaussé le lit du fleuve. Ces débordements ont contraint la population à construire des digues tout du long. Dernière étape avant la mer, le delta, 5400 km² de marécages recouverts de roseaux. Entre 1870 et 1970,
le delta s'est prolongé de 19 km dans la mer. Et nous voilà dans le golfe de Bohai, en mer Jaune. Mer Jaune qui tient d'ailleurs son nom du fleuve, qui le tire lui-même de sa couleur. Voilà, après 5464 km, notre goutte d'eau franchira les portes de la mer, avec plein d'eau récoltée sur les 752 443 km² du bassin, à un débit de 2571 m3 par seconde. Tout en étant une source d'eau potable pour 115 millions de personnes, notamment au Tibet. Merci d'avoir regardé et à bientôt.